Bon, bienvenue dans ce 5e cours. Donc, comme je vous l'avais promis la dernière fois, aujourd'hui, on va continuer notre exploration des fonctions d'onde pour les fermions. Et cette fois, après une introduction générale aux fonctions d'onde variationnelles pour les fermions au cours précédent, je vais vous parler des développements récents, c'est-à-dire en gros des 5 dernières années, qui utilisent des méthodes de réseau de neurones pour paramétriser les fonctions d'onde fermioniques. Avant de commencer, je voudrais vous dire que le séminaire d'aujourd'hui sera donné par Giulio Biroli, qu'on a le plaisir d'accueillir. Il vient de pas très loin, de l'école normale. C'est un séminaire un peu différent des précédents, dans la mesure où il n'est pas centré sur les systèmes quantiques, mais Giulio est l'auteur de très jolis travaux récents qui ont pour but de comprendre comment les méthodes de machine learning et de réseau de neurones fonctionnent avec la perspective de la physique statistique, mais aussi des maths appliquées. Et donc, Giulio va nous parler des liens entre groupes de normalisation et machine learning qui permettent de faire des progrès dans ces directions-là. Je vous rappelle toujours que les cours sont en ligne, ils sont publiés quelques jours après que je les ai donnés. Alors, donc en fait, le cours d'aujourd'hui va avoir 3 parties en gros. La première partie, elle va être sur slides. Et d'abord, je vais vous finir l'introduction aux fonctions d'onde variationnelles fermioniques de la dernière fois. Ça va durer quelques minutes, puisque je n'avais pas eu le temps de vous parler. On avait parlé de Hartree-Fock et de la fonction d'onde de Gutzwiller, si vous vous souvenez, mais je n'avais pas encore vraiment eu le temps de vous parler de Jastrow-Slater et puis de backflow. Donc je vais vous parler un petit peu de ça. Ensuite, je vais vous parler de la première moitié du cours, disons, va être consacrée à des travaux sur les fonctions d'onde fermioniques utilisant des réseaux de neurones par des gros réseaux profonds, principalement dans une approche de fonction d'onde, donc plutôt dans une approche de, comme il est convenu de les appeler, première quantification, même si je n'aime pas beaucoup ce terme. Donc ça sera la première partie du cours. Et puis dans une deuxième partie, qui se déroulera principalement au tableau, je vais vous parler d'une approche un petit peu plus récente à laquelle j'ai moi-même contribué, qu'on a appelée l'approche des fermions cachés, qui, je trouve, ouvre beaucoup de portes pour ce genre d'études. Voilà, et au cours de ces en introduisant ces différentes méthodes, je vais également présenter des applications à différents systèmes, sachant qu'il y a encore énormément de choses à faire. Alors, d'abord, je voudrais terminer la présentation des fonctions d'onde de fermions en termes un peu généraux. Donc on avait vu la fonction de Gutzwiller, on avait vu ses limitations. On avait vu que la fonction de Gutzwiller, à l'exception de la limite d'un réseau de connectivité infinie, donnait toujours un état métallique, et donc, sauf quand on brise la symétrie de spin. Et disons dans les années 80-90, encore jusque vers les années 2000, un des buts de ces développements sur les fonctions d'onde fermioniques, c'était de trouver des fonctions d'onde qui soient capables de décrire par exemple un état isolant de mode sans brisure de symétrie. Donc il y a eu différents travaux dans cette direction. Une première chose qu'on peut faire, qui est une chose absolument classique dans les systèmes continus, qui ne sont pas sur réseau, par exemple l'hélium 3 ou le gaz d'électrons, c'est d'introduire un facteur de Jastrow. Donc voilà un exemple dans sa version la plus simple ici. On prend un déterminant de Slater. Donc là, je travaille en première quantification, c'est-à-dire que je spécifie les coordonnées de l'électron 1, les coordonnées de l'électron 2, etc., jusqu'aux coordonnées de l'électron n explicitement. Je dis quel électron est sur quel site du réseau, par exemple, et quel est son état de spin. Donc ça, c'est le déterminant de Slater qui est formé ici pour n électrons, n fermions. Et puis on le multiplie par un facteur qui ressemble au facteur de Gutzwiller, mais vous voyez que la différence avec le facteur de Gutzwiller, c'est qu'il est non local en espace. Donc il va permettre de modifier le poids des configurations dans la fonction d'onde en fonction de la distance des particules. Vous voyez aussi que tel que je l'ai écrit ici, mais ce n'est peut-être pas la forme la plus générale, ce facteur de Jastrow, il ne change pas, enfin, si U est réel, disons,
il ne change pas l'emplacement des lignes nodales de la fonction de fermionique, ce qui est une grosse restriction variationnelle, puisqu'on sait que le déterminant de Slater n'a pas forcément ces lignes de 0, là où la vraie fonction d'onde les a. Voilà, donc on peut appliquer directement, là je l'ai écrit plutôt dans le continu, on peut directement appliquer ça au réseau. Cette fois, je l'ai plutôt écrit dans un formalisme qui utilise les nombres d'occupation. Donc on va prendre le déterminant de Slater des orbitales et on va utiliser cet opérateur que vous pouvez voir qui est diagonal dans l'espace des nombres d'occupation, mais qui peut être une forme quadratique quelconque dans l'espace des nombres d'occupation, et on va optimiser ce déterminant avec un facteur de Jastrow. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui a été utilisé par de nombreux auteurs. Voilà un exemple du groupe de la CISA, donc toujours nos amis Sandro Sorella, Federico Becca et collaborateurs, dont on a pas mal déjà parlé la dernière fois. Et donc un exemple d'isolant de mode sans brisure de symétrie, c'est simplement le modèle de Hubbard à une dimension. À une dimension, on ne peut pas avoir de brisure de symétrie dans l'état fondamental pour les symétries continues, donc pour la symétrie de spin en particulier. Et donc, mais en revanche, la chaîne de Hubbard demi-remplie est un isolant de mode pour toute valeur de U. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est que par contraste avec la fonction de onde de Gutzwiller, qui n'arrivait pas à réaliser cet état, la fonction de onde de Jastrow est capable d'obtenir un isolant de Mott au demi-remplissage sans brisure de symétrie. Et ici, ce que vous voyez, c'est l'énergie, alors ça doit être l'énergie par site, en fonction du paramètre de couplage, amplitude de saut divisé par U, donc les forts couplages sont ici, les faibles couplages sont là. Et vous voyez ici une comparaison entre la fonction d'onde de Gutzwiller et la fonction d'onde, disons, de Jastrow plus un facteur de Gutzwiller, donc une fonction d'onde de Jastrow générale avec un facteur de Jastrow non local. Vous voyez que les énergies sont considérablement plus basses. Alors en couplage faible ici, dans cette région, il n'y a pas une grosse différence, mais en couplage fort, il y a une énorme différence. Et ici, la flèche ici, indique la limite de l'énergie qu'on connaît de la chaîne de Heisenberg, puisque vous savez que dans la limite U grand, on retrouve un modèle de Heisenberg au demi-remplissage, et ça, c'est son énergie. Donc vous voyez que la fonction d'onde de Jastrow fait un bien meilleur travail pour obtenir cette énergie dans la limite de couplage fort. Alors ça marche bien à une dimension, et j'insiste sur le fait que les corrélations à longue portée spatiale sont essentielles pour atteindre ce but. On sait en effet que ce n'est pas très étonnant, puisqu'on sait que dans la chaîne de Heisenberg unidimensionnelle, par exemple, on peut voir l'état fondamental de ce système comme une superposition de singulets, de spins, mais qui sont une superposition avec des singulets à longue portée. Donc ce n'est pas très étonnant qu'il faille mettre des termes à longue portée dans le facteur de Jastrow pour réaliser cet état. Alors en revanche, principalement ces mêmes auteurs, sans doute d'autres, ont réalisé assez vite qu'en dimension 2, ça ne marchait pas aussi bien, et en réalité la fonction d'onde de Jastrow-Slater n'arrive pas à réaliser un tel état. Et c'est, je pense, ce qui a poussé ce groupe à utiliser la notion de backflow. Alors, cette notion-là, c'est une notion qui est très ancienne, en fait, dans la physique du problème à n-corps. Elle remonte à Feynman. Donc, il y a un article célèbre de 1956, vous voyez, ce n'est pas très récent, de Feynman et Cohen, qui cherchent à décrire le spectre d'excitation de l'hélium 4 et qui font l'observation que si on cherche à décrire une particule qui bouge dans l'hélium 4, il va y avoir un contre-flot des autres atomes. Et comment décrire ça? Comment incorporer ça dans la fonction d'onde variationnelle? Donc c'est de là que vient le nom backflow, qui n'est pas forcément si clair quand on parle d'un système sur le réseau, mais c'est de là que vient ce monde, donc contre-flow, si vous voulez. Et donc l'idée d'un backflow, c'est tout simplement de dire que rien n'interdit dans les orbitales qu'on introduit dans le déterminant de Slater de dépendre aussi des coordonnées des autres particules. Rien n'interdit de faire ça. On saura faire l'optimisation variationnelle d'une telle fonction d'onde. Donc on va prendre un déterminant de Slater où chacune des orbitales, qui est étiquetée ici par alpha i, va dépendre non pas de la coordonnée simplement de la particule J, mais de la coordonnée de la particule J et de toutes les coordonnées des autres particules.
Alors, évidemment, il faut garder l'antisymétrie du déterminant. Hein. Donc, pour garder l'antisymétrie du déterminant, on peut par exemple imposer que ce facteur de Backflow soit une fonction symétrique des coordonnées des autres particules, de manière que quand on échange deux particules, eh bien, ça continue à être globalement une fonction antisymétrique. Et bien entendu, on ne va pas juste se limiter au déterminant, on va prendre ce déterminant qui dépend des coordonnées de Backflow. Donc, c'est ces coordonnées R bar qui sont une fonction de R bar 1, par exemple, c'est une fonction de R1, mais aussi de toutes les autres. Et on va multiplier ce déterminant de ces nouvelles orbitales par un facteur de Jastrow également. Donc, on a une fonction de Jastrow avec Backflow. Voilà. Alors, il y a toutes sortes de manières de choisir ces coordonnées sur le réseau. Je ne vais pas entrer dans les détails, il y a une littérature là-dessus. Curieusement, l'application au réseau, donc bien que cette notion de Backflow ait été utilisée, introduite en 1956 par Feynman et Cohen, en fait, curieusement, son application sur le réseau est très tardive. Elle date vous voyez, de 2008. Je ne crois pas qu'il y ait d'article avant sur le réseau, à ma connaissance. Et c'est une série d'articles, toujours du groupe de la 6.1 de Tokyo et collaborateurs, qui ont introduit ça. Alors, donc, ces fonctions de Backflow, de Jastrow Backflow, elles réalisent le but que en fait, ces gens cherchaient, qui était d'écrire un isolant de mode sans brisure de symétrie, qui est un état assez exotique comme état fondamental. Hein. C'est quelque chose qui ne peut exister en plus qu'une dimension que dans des systèmes frustrés ou quand on interdit l'ordre magnétique pour une raison ou une autre. Mais par exemple, évidemment, c'est toujours en ligne avec toutes les études sur les liquides de spin, donc qui sont des états de spin localisés dans lesquels il n'y a pas d'ordre à longue portée. C'était un petit peu ça le but que ces gens cherchaient. Et donc vous voyez ici une comparaison entre différentes fonctions qui utilisent un backflow. Donc ici, en fait, vous voyez, il y a marqué BCS. Alors en fait, rien n'interdit, on a déjà évoqué la dernière fois, au lieu d'utiliser un simple déterminant de Slater, rien n'interdit d'également mettre du pairing dans cette fonction qui joue le rôle du déterminant de Slater. Donc en fait, ça c'est BCS, backflow et facteur de Jastrow. Et vous voyez que par rapport à BCS seul, on abaisse beaucoup l'énergie. Voilà, donc je ne vais pas en fait énormément élaborer sur ce qui a été fait dans les systèmes sur réseau avec les fonctions de Jastrow backflow. Je vais juste peut-être faire une remarque. Ça, en fait, c'est un article que j'ignorais avant de préparer ce cours, à ma grande honte, qui est un article, je trouve, très intéressant, dans lequel ils utilisent une fonction de backflow pour le modèle de Hubbard bidimensionnel. Donc ça, c'est en fonction de U et du dopage, tout en interdisant l'ordre magnétique. Alors, on sait bien qu'à 2 dimensions sur un réseau carré, le fondamental a de l'ordre magnétique. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je ne permets pas à la fonction d'onde variationnelle, on peut ne pas autoriser la fonction d'onde variationnelle à briser la symétrie de spin, hein, imposer la symétrie de spin dans la fonction. Et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce que ces auteurs ont trouvé, c'est que si on fait ça, eh bien, on trouve une transition de mode dans cette fonction d'onde à une valeur de U finie, c'est-à-dire qu'il y a une valeur de U plus petit que U critique dans lequel la fonction d'onde est une solution métallique, avec une discontinuité du facteur de la transformée de Fourier de la matrice densité, donc du n de k. Et puis, au-delà d'un certain U critique, il n'y a pas de discontinuité. Et on a une solution isolante. Et de la même manière, si on calcule avec cette fonction d'onde la double occupation par site en fonction de U, vous voyez qu'elle a un saut ici à U sur T de l'ordre de 7,8. Donc ça veut dire que de manière sous-jacente, si on interdit la brisure de symétrie de spin, il y a une transition de mode à U fini. Et pour les aficionados, s'il y en a dans la salle des méthodes de théorie de champ moyen dynamique, ça doit vous évoquer quelque chose. Ou également, si on contraint la solution de champ moyen dynamique à ne pas avoir d'ordre magnétique, évidemment, il y a une solution avec l'ordre magnétique qui, sur un réseau non frustré, a une énergie plus basse. Mais si on contraint cette solution à ne pas avoir d'ordre magnétique, dans les méthodes d'MFT ou clusters d'MFT même, on trouve une transition de mode à U critique finie. Et donc ces fonctions non variationnelles, en fait, confirment ce genre de choses. Et donc les auteurs ici interprètent cette transition comme signalant le passage d'un régime de Slater, disons, à un régime de Heisenberg.
Alors, vous voyez que cette notion de backflow, je vais tout de suite passer à des développements beaucoup plus récents. Vous voyez que cette notion de backflow, elle se prête très bien, en fait, à l'introduction d'une paramétrisation par un réseau de neurones. Puisque cette fonction de backflow, en fait, elle est limitée par notre capacité d'intuition humaine. Et en fait, on peut raffiner la fonction en introduisant toujours des fonctions des dépendances sur les autres coordonnées plus sophistiquées. Et vous voyez que ça, c'est la porte ouverte, certes, à écrire beaucoup d'articles, mais à toutes sortes d'élaborations, d'améliorations, etc. Et pourquoi ne pas demander à une machine de trouver la meilleure fonction de backflow possible. Alors, il y a au moins 2 articles qui ont démarré un petit peu ce genre de choses. Alors, des articles évidemment très récents. En particulier, l'un des auteurs est Markus Holzmann, qui travaille en France, qui est un grand expert des fonctions variationnelles, en particulier pour les systèmes continus, donc hélium 4, hélium 3, gaz d'électrons, etc. Et qui très tôt, en fait, en 2018, a introduit cette notion de backflow paramétrisé par un réseau de neurones pour l'espace continu. Et puis il y a un article un tout petit peu plus récent de Diluo et Brian Clark, donc c'est Illinois, qui introduit une paramétrisation de la fonction de une paramétrisation par réseau de neurones de la fonction de backflow, plutôt pour les systèmes sur réseau, mais leur méthode s'adapte aussi très bien pour les systèmes dans le continu. Donc voilà 2 articles qui démarrent ce genre de choses. Alors là, j'ai pris l'article de Diluo et Clark pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc on écrit l'orbital qui intervient dans le déterminant de Slater comme une fonction, comme je le disais, de la coordonnée de la particule I. Et ici, cette notation, c'est toutes les coordonnées des autres particules sauf I. Donc R privé de I, si vous voulez. Donc elle est écrite comme une orbitale, qu'on va bien sûr aussi optimiser, et puis une fonction, toujours qui dépend de ces coordonnées-là, et qui va être paramétrisée par un réseau de neurones. Donc voilà le réseau de neurones qu'ils choisissent. C'est une sorte de perceptron, où en input, on met les coordonnées des spin down et des électrons de spin vers le haut et de spin vers le bas. Donc ça, c'est la couche d'entrée. Et puis, on applique ces transformations non linéaires dont on a amplement parlé au cours des cours précédents. Ici, ils ont choisi ReLU, donc le rectificateur linéaire qui vaut 0 pour x négatif et x pour x positif. On pourrait choisir d'autres choses, bien sûr. On applique ça à une fonction affine de la couche d'entrée, et puis on peut continuer ça en mettant plusieurs couches. Et on optimise sur les biais et sur les poids, comme dans toutes ces approches, par les méthodes qu'on a vues, de Metropolis sampling, enfin d'échantillonnage Metropolis, descente de gradient, éventuellement reconfiguration stochastique, ou autrement dit, méthode de gradient naturel. On a décrit tout ça dans les cours précédents. Alors vous voyez que ici, dans ces résultats, toujours tirés de cet article de Diluo et Clark, vous avez une comparaison entre différents. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une comparaison entre différentes fonctions d'onde. Celle-là ne contient pas celle-là ne contient pas de réseau de neurones, je crois, et elle donne une énergie beaucoup plus haute. Et vous voyez ici une comparaison ici entre les énergies obtenues. Ah non, ça c'est l'extrapolation de variance. Oui, c'est avec l'extrapolation de variance. Ça, c'est les. Oui, non, pardon. C'est l'erreur en pourcentage relatif sur l'énergie. Donc vous voyez que ici on obtient des erreurs beaucoup plus faibles que pour ces fonctions d'onde-là. Voilà, donc ça a démarré, disons, une série d'études sur la paramétrisation des fonctions d'onde fermioniques en utilisant un backflow paramétrisé par réseau de neurones. Et les grands systèmes, les grands modèles fermioniques, dont je vais parler un petit peu après, utilisent tous des fonctions de backflow. Bon,
J'ai lentement transitionné, comme vous avez vu, des fonctions d'onde variationnelles imaginées par l'être humain à des fonctions d'onde variationnelles paramétrisées par un réseau de neurones. Et maintenant, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. On peut considérer que puisque ces méthodes de réseau de neurones offrent une liberté variationnelle très grande, ça ouvre une complète nouvelle ère de l'étude de ces fonctions variationnelles. On l'a déjà vu pour les systèmes de spin, mais on va le voir maintenant pour les systèmes fermioniques. Et c'est ça que je voudrais vous décrire. Donc, encore une fois, en 2 temps, je vais d'abord vous parler de quelques grands modèles au sens du machine learning, hein, comme GPT est un modèle. Donc, modèle entraîné pour la description des systèmes fermioniques. Il y en a plusieurs, je vais vous en décrire 2, l'un qui s'appelle Ferminet et l'autre Paulinet. Et puis ensuite, on parlera de fermions cachés. Donc, on peut dire que dans ce domaine, il y a un petit peu 2 grandes classes de méthodes. Il y a des méthodes qui travaillent avec une fonction d'onde qui est par construction antisymétrique. Donc, on peut parler, si vous voulez, de première quantification, c'est-à-dire qu'on va spécifier où est l'électron, à quelle position x1 est l'électron 1, à quelle position x2 est l'électron 2. Quand je dis position, évidemment, il faut le comprendre dans le sens des nombres quantiques qui sont nécessaires pour spécifier la configuration du système. Donc, par exemple, dans le modèle de Hubbard, ça va être le site du réseau et la projection du spin. Mais ça pourrait être un modèle plus complexe où il y a d'autres nombres quantiques. Hein. C'est ça que je veux dire par position. Et on va construire une fonction d'onde qui dépend explicitement des positions des n électrons, des coordonnées des n électrons, et qui est explicitement antisymétrique, c'est-à-dire que si j'applique une certaine permutation des coordonnées des électrons, eh bien, le résultat, c'est de changer le signe de la fonction d'onde par la signature de cette permutation pour assurer l'antisymétrie. Mais la fonction d'onde est explicitement antisymétrique et dépend explicitement des coordonnées. On sait où est l'électron n, l'électron petit m, on sait dans quelle configuration elle est. Il y a une deuxième classe d'approche où on ne va pas vraiment travailler dans cette optique de particules distinguables, si vous voulez, ou de première quantification. On va plutôt travailler dans la base des nombres d'occupation. Donc, dans la base des nombres d'occupation, je vous rappelle, on l'avait vu au début du cours précédent où j'avais établi les notations pour les systèmes fermioniques, on ne dit pas l'électron 3 est à la position 2. Hein. On dit le site 2 est occupé ou pas par un électron. Et ça peut être l'électron 3 ou l'électron 5. Donc ça, c'est l'approche des nombres d'occupation où on met une étiquette, par exemple sur chaque site et chaque projection de spin, si on est sur un modèle sur réseau de type Hubbard. Et cette étiquette, c'est juste un petit drapeau qui dit 0 s'il n'y a pas de fermion et 1 s'il y a un fermion. Et on appelait n la collection de ces entiers, de ces qubits, si vous voulez, pour parler moderne, qui étiquette la configuration en question. Voilà. Et donc on décompose la fonction d'onde sur les amplitudes de la fonction d'onde pour chacune de ces configurations de nombre d'occupation. Donc je peux écrire ma fonction d'onde comme somme sur n de psi de n, n. Ici, c'est une notation qui est, je dirais, explicitement faisant appel à un ordre canonique des opérateurs, puisque un nombre d'occupations, ça suppose qu'on a ordonné mes sites, par exemple, comme on l'a vu la dernière fois sur l'exemple de Hubbard à 2 sites, pour savoir dans quel ordre pour caractériser le signe de l'état n qui va nous servir de base. Mais je pourrais aussi travailler en utilisant des configurations qui soient des configurations sur lesquelles je n'exige pas qu'il y ait l'ordre canonique normal des fermions. Donc pour un état n, il y en a un état de nombre d'occupations donné qui obéissent à l'ordre canonique. Il y en a factoriel n, où n est le nombre d'électrons, qui constituent des permutations de cette chose. Et donc, je peux travailler dans les configurations X du système. D'accord ? C'est comme je veux. Et évidemment, toutes les configurations X ont essentiellement la même amplitude à un signe. Toutes les configurations X qui ont le même représentant n de X comme nombre d'occupations ont la même amplitude de la fonction d'onde au signe de la permutation près, sigma de X, qui ramène ma configuration X à l'ordre normal. Mais vous voyez que si je fais ça,
et que je vais, si je fais ça ici, et que je vais échantillonner par Monte-Carlo mes configurations X, je ne vais pas nécessairement garantir que pour un échantillon qui contiendrait un faible nombre de configurations, ma fonction psi est explicitement antisymétrique. Elle va se construire de manière antisymétrique au fur et à mesure que j'échantillonne. Voilà, donc on peut appeler ce genre d'approche seconde quantifiée. Et la première quantifiée. Mais peut-être c'est mieux d'appeler la première basée sur un déterminant ou sur une fonction de nombre explicitement antisymétrique, à la différence de la deuxième. Je vous laisse le choix de la terminologie. Alors, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la seconde classe de méthode, on peut l'utiliser que si, disons, on est en gros sur un système sur réseau, c'est-à-dire qu'on peut vraiment assigner un nombre d'occupations à un site ou à une série de nombres quantiques donnés. On ne peut pas faire ça dans le continu. Et donc, dans le continu, on va utiliser uniquement les méthodes de type 1. Sur le réseau, on a le choix. On pourrait décider comment. Un modèle sur réseau, il est défini par des fonctions de base, des fonctions de Wannier localisées sur les sites. Donc, on pourrait aussi décider de travailler directement dans le continu. C'est une possibilité. Mais si on veut travailler avec une méthode de type 2, il nous faut obligatoirement une base. Donc, on va choisir une base de fonctions à une particule, par exemple une base de Wannier, ou une collection de bases de Wannier, ou une collection d'orbitales moléculaires, etc. D'accord ? Et on va ramener le problème à un problème où chaque configuration est étiquetée par une série discrète de nombres quantiques. Alors, il y a un prix, il y a un coût à ce genre de choses, qui n'est pas un coût élevé si j'ai un faible nombre d'états de base par site, comme par exemple dans le modèle de Hubbard, j'ai simplement, c'est un modèle de Hubbard à une orbitale ou une borne, donc je dois juste spécifier sur quel site est mon électron et quelle est sa projection de spin. Mais imaginons que vous vouliez décrire une molécule ou un vrai solide avec toutes ces orbitales et toutes ces bandes. Donc il va falloir un grand nombre d'états de base. Toutes les orbitales moléculaires à une particule pour décrire, par exemple, les orbitales Hartree-Fock de ma molécule. Il y en a beaucoup. Et donc, dans ces orbitales à une particule, il va falloir calculer les éléments de matrice de l'interaction. Donc, les éléments de matrice de l'interaction, c'est un tenseur à 4 indices, U, I, J, K, L. Et vous voyez que si, par exemple, il y a 100 états de base, ce tenseur, il a 10 puissance 8 éléments. C'est extrêmement méchant. Donc, c'est un problème bien connu de la chimie quantique, très connu. Il y a toutes sortes de méthodes de compression de ces tenseurs, compression au sens vraiment de décomposer ce tenseur en éléments plus simples de manière approchée, de compression au sens de la compression des images, si vous voulez, qui permettent de comprimer ce tenseur. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est des méthodes classiques de chimie quantique. Une de ces méthodes s'appelle density fitting, qui est un nom totalement absurde pour cette approche, mais bon, c'est des méthodes de compression. Mais évidemment, d'une manière générale, si le nombre d'états de base augmente, il y a un coût computationnel élevé au calcul de ces éléments de matrice, et je crois que c'est quand même à peu près vrai que pour la chimie quantique en particulier, beaucoup des développements récents utilisent plutôt une approche directement dans le continu. Alors, néanmoins, je vais quand même commencer par vous parler un petit peu des approches de type 2, donc plutôt des approches où on décompose la fonction sur les états second quantifiés. Donc, il y a plusieurs articles qui ont démarré un peu ce sujet. Alors, vous voyez, tout ça, c'est très récent. Il y a un article qui est celui-ci de Xia et Kais, qui date de 2018, donc l'année d'après l'article pionnier de Carleo et Troyer qu'on a vu dans un cours précédent sur les systèmes de spin. Curieusement, cet article porte un titre extrêmement bizarre puisqu'il s'appelle Quantum Machine Learning. Mais en fait l'approche qu'il propose n'est pas du tout particulièrement des réseaux de neurones quantiques. Il propose dans cet article d'implémenter cette méthode sur un ordinateur quantique
dont on ne dispose pas vraiment aujourd'hui pour faire ça. Donc ce titre est un peu, disons, pas très pertinent pour ce qu'ils font vraiment. Et du coup, cet article est extrêmement peu cité, alors qu'il est un des premiers qui implémente ce genre de choses. Il y a un article très peu après, Chu, Mezzacapo et Carleo, qui démarre vraiment ce domaine. Mais enfin, bon, il faut citer cet article quand même. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on utilise ces méthodes secondes quantifiées? Donc, on va faire un échantillonnage de l'espace des configurations, et il faut tenir compte, il faut garder trace, évidemment, du signe de cette permutation-là. Ça, c'est important pour avoir le bon signe de l'amplitude de la fonction d'onde. On dit quelquefois qu'on peut... alors, on peut tout simplement... quand on a une configuration, le problème est le suivant, si vous prenez une configuration X qui n'est pas normalement ordonnée, ou même d'ailleurs une configuration X normalement ordonnée, imaginez que vous choisissiez de travailler uniquement dans la base de calcul avec des configurations normalement ordonnées. Ben, ça ne va pas marcher parce que vous prenez une configuration normalement ordonnée, vous appliquez l'hamiltonien dessus et vous obtenez à droite une configuration qui n'est plus normalement ordonnée. Donc il faut la réordonner. Et donc la réordonnée, ça veut dire, c'est une opération qui consiste simplement à regarder le nombre de transpositions qu'il faut faire pour la ramener à une configuration normalement ordonnée et à garder la trace du signe de cette permutation. Voilà. Donc c'est du bookkeeping, si vous voulez. Pour chaque configuration que j'obtiens, X', quand je fais n'importe quel calcul, ça peut être le calcul de l'énergie locale, ça peut être le calcul des gradients, ça peut être tout ce que vous voulez. À chaque étape, évidemment l'échantillonnage Monte-Carlo, quand vous passez de X à X', il faut garder le signe de cette permutation. Donc vous pouvez le faire par bookkeeping explicite, il y a certains articles qui font ça. Vous pouvez aussi introduire des opérateurs de spin qui font ça pour vous, mais ce n'est pas complètement essentiel. C'est une sorte de manière de formaliser ce bookkeeping. Donc ça s'appelle la transformation de Jordan et Wigner, ou les spins de Jordan et Wigner. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça marche en gros comme ça. Vous voyez que si je considère un opérateur de création fermionique, C croix dans un mode P donné. Donc P, c'est par exemple dans le modèle de Hubbard, la collection d'un site et de la projection du spin, I sigma. Eh bien, cet opérateur, il transforme l'état où il n'y a pas de fermions dans le mode P à un état où il y a un fermion. Et puis l'opérateur CP, il transforme l'état où il y a un fermion à l'état où il y a 0 fermion. Donc on agit sur une base qui a 2 états, et donc il est très tentant de penser à cet opérateur comme un opérateur qui monte le spin 1,5 d'un cran, enfin le spin entre guillemets, ce n'est pas le vrai spin, c'est le nombre d'occupations du fermion d'un cran, et puis l'autre comme celui qui descend le nombre d'occupations d'un cran. Donc il est très tentant de penser à ces opérateurs comme 2 opérateurs de spin, et puis l'opérateur densité, C croix CP, il s'exprime très facilement aussi en termes de sigma Z. Donc il est très tentant de penser aux opérateurs comme ça. Le seul petit problème quand vous faites ça, c'est que si maintenant vous prenez 2 modes, P et Q, 2 sites par exemple, I et J, eh bien l'opérateur CI et l'opérateur CJ n'anticommutent pas, puisque 2 spins sur 2 sites différents, 2 spins 1,5, vont commuter. Donc il faut attacher à... donc c'est ce signe dont je parle depuis le début. Et donc il faut modifier cette assignation-là pour tenir compte de cette anticommutation. Alors ça, c'est quelque chose qui a été introduit par Jordan et Wigner dans une solution célèbre. On peut utiliser ça par exemple pour une solution des modèles de fermions sans spin à une dimension. Ça consiste tout simplement à remplacer cette assignation naïve-là par une assignation qui, cette fois, n'est pas naïve et qui est exacte, dans lesquelles on numérote les modes, donc il faut se donner une numérotation des modes, de 0 à m, le nombre de modes, et puis on multiplie l'opérateur sigma p- par le produit des sigma z pour tous les modes précédents. Et de même pour C croix p. Donc, qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est quelque chose qui vaut 1 ou moins 1 selon qu'il y a un fermion ou pas. Et donc qui tient compte exactement de ce signe, de cette permutation, si vous voulez, de cette corde de signes. Et maintenant, vous pouvez vérifier que CP et CQ anticommutent bien. Voilà.
Donc ça permet, par exemple, d'encoder le signe avec un réseau de neurones dont la couche d'entrée sont des qubits, par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est juste une représentation qui permet de garder la trace du signe. Vous pouvez aussi explicitement à chaque move calculer ce epsilon sigma de x. Entre parenthèses, pour ceux que ça intéresse, ou celles que ça intéresse, il y a d'autres... Évidemment, ce genre de technique est aussi beaucoup discuté actuellement pour l'implémentation des systèmes fermioniques sur les processeurs quantiques, et puisqu'on a des qubits, et qui sont des spins ennemis, et il faut représenter des fermions. Donc il y a différents auteurs qui ont travaillé sur des représentations différentes, qui ne sont pas forcément... beaucoup de simulations utilisent Jordan et Wigner, mais il y a d'autres représentations, en particulier une représentation qui est due, encore une fois, à Bravi et Kitaïev, qui sont discutées, par exemple, dans cet article. Voilà. Donc comment ça marche? Je reviens sur mes méthodes de réseau de neurones dans cette seconde voie, qui est la voie seconde quantifiée, et en particulier à cet article ici, mais il y en a d'autres. Hein. Donc comment ça marche? Vous voyez que maintenant que j'ai... alors ça ne marche plus ce truc-là, je ne sais pas pourquoi. Ah, intéressant. On va essayer. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, que comme je travaille dans une représentation seconde quantifiée, un fermion c'est 0 ou 1, je vais tenir compte de mon signe comme je l'ai décrit, et donc ce 0 ou 1, je peux tout simplement le coder sur la couche d'entrée d'un réseau de neurones, hein, exactement comme on l'a fait pour des spins ennemis. Donc je ne rentre pas dans tous les détails, mais ça marche exactement de la même manière, à ceci près qu'il faut tenir compte du signe de cette permutation. Alors quel est le coût computationnel? Le coût computationnel, ça va être en gros le nombre de paramètres à optimiser dans mon réseau de neurones. Donc ça dépend de... Par exemple, si vous utilisez une machine de Boltzmann, c'est toutes les connexions et tous les poids, tous les biais. Le nombre de modes que vous rencontrez quand vous réorganisez, quand vous calculez le signe de la permutation dont j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Et puis, bien sûr, en gros, le nombre de configurations auxquelles vous devez accéder quand vous calculez, par exemple, l'énergie locale du système. Vous faites un move de x à x', vous devez calculer l'énergie locale pour décider de votre... D'abord pour calculer l'énergie, et puis pour... vous devez aussi calculer psi de x' sur psi de x, hein, comme on l'a vu précédemment. Et ça veut dire que, étant donné une configuration x, il y a un certain nombre de configurations x', par exemple couplées par le hamiltonien. Et la question, c'est combien il y en a. Quand vous avez un certain échantillon de x d'une certaine taille, il y a une taille plus grande de x' auquel vous devez avoir accès. Mais évidemment, cette taille, ce n'est pas toutes les configurations du système, puisque le hamiltonien, on l'a vu, est un objet local qui couple seulement un nombre faible de configurations x', étant donné un x. Bon, voilà, donc le coût computationnel, c'est en gros le produit de toutes ces choses. Et voilà l'application à des vrais systèmes. Donc ici, vous avez l'énergie d'une molécule. Alors je crois qu'à gauche, c'est la molécule de carbone avec 2 atomes de carbone, et ici, la molécule avec 2 atomes de carbone, et ici 2 atomes d'azote. Et vous avez donc l'énergie en fonction de la séparation des noyaux. Donc une courbe classique avec un minimum qui est avec la distance d'équilibre des 2 atomes. Et donc ce qui est comparé ici, il faut s'attarder un tout petit peu sur ce plot qui est tiré de l'article de Chu, Carleo et al. Donc vous voyez, il y a le résultat Hartree-Fock en bleu, donc ça c'est si vous prenez tout simplement un déterminant de Slater et vous optimisez les orbitales Hartree-Fock, les orbitales dans le cas de la méthode Hartree-Fock, qu'on a déjà vu en assez grand détail. Donc vous obtenez une courbe qui n'a pas une très bonne énergie. Hein. L'énergie ici est exprimée en Hartree. Donc Hartree, c'est en gros
allez, un gros 27 électronvolts, quelque chose comme ça. Voilà. Et le but de tous ces calculs, c'est d'obtenir ce qu'on appelle chemical accuracy, qui est en gros une précision sur l'énergie qui est en gros 300 Kelvin, quoi, enfin la température ambiante, ou un peu moins. Et donc vous voyez ici, on en est loin pour Hartree-Fock. Ce que vous avez en rouge ici, c'est le standard, le gold standard, ou l'étalon or, si vous voulez, de la chimie quantique, qui est ce qu'on appelle full CI. Full CI, ça veut dire on prend en compte toutes les configurations possibles du système. Donc, par exemple, on part des orbitales Hartree-Fock, on considère une excitation qui prend un électron dans une orbitale occupée et qu'on passe dans une orbitale vide. Ça, c'est une excitation particule trou, 2 excitations particule trou, 3 excitations particule trou. On décompose la fonction d'onde sur toutes ces choses-là, et puis on essaie d'atteindre la convergence. Alors, vous vous rendez bien compte que ça, c'est exponentiellement coûteux. C'est quelque chose, full CI, c'est des méthodes qui scalent exponentiellement avec la taille du système. Donc on peut faire full CI seulement sur des tout petits systèmes. Mais c'est l'étalon or, ça va nous donner le résultat exact si on arrive à converger la méthode. Donc pour des petites molécules, on peut. Donc ça, c'est le résultat full CI pour cette molécule. Ça, c'est des méthodes classiques de chimie quantique qui ne sont pas exactes, mais qui sont souvent très bonnes. Il y a des exceptions, comme vous allez le voir un petit peu plus tard. Donc c'est couple cluster avec les singulets et les doublets pour ceux qui font de la chimie quantique dans l'audience, pour ceux qui ne font pas, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails, ou bien couple cluster avec les singulets et les doublets et les triplets perturbatifs. C'est pour ça qu'on met parenthèse T. Voilà. Je me demande toujours ce qui va se passer quand on va introduire toutes les autres, là, les quintuplets, les machins, on va avoir des étiquettes qui vont croître terriblement. Bon, mais enfin, CCSDT. Donc vous voyez, CCSDT pour cette molécule, ça marche aussi très bien. Et ça, c'est leur résultat avec cette fonction d'onde paramétrisée par une machine de Boltzmann. Donc vous voyez que c'est excellent, quoi. Ça marche extrêmement bien. Ça, c'est un exemple un peu plus méchant. La molécule d'azote, enfin N2, est apparemment plus méchante. Et donc vous voyez ici, c'est un exemple où le réseau de neurones avec une paramétration RBM est sur la courbe rouge de full CI. Et par contre, CCSDT a du mal à grande séparation. Donc vous voyez, ça va y faire. Donc les auteurs disent qu'ils ont battu CCSDT, qui est quand même une méthode très élaborée de chimie quantique, par cette approche. On peut étendre ces méthodes à des systèmes périodiques solides, donc plus des molécules, mais des solides. Alors, on peut le faire, mais évidemment, si on travaille dans ce formalisme seconde quantifié, il y a un coût à ça, et le coût, c'est un des coûts importants, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le calcul du tenseur d'interaction. Donc cette fois, qu'est-ce que ça va être nos bases? Donc vous voyez ici, tous ces indices-là, ils sont là pour numéroter la base que j'ai choisie, puisque je travaille dans une approche seconde quantifiée, il me faut une base. Et donc ces auteurs, ils choisissent comme base, en gros, ça doit être la base des orbitales Hartree-Fock. Je suis dans un système périodique, donc je peux numéroter mes états Hartree-Fock par un indice discret qui compte en gros les bandes ou les orbitales Hartree-Fock, qui s'appelle P et Q ici, et puis un quasi-moment, une impulsion sur le réseau K. Voilà. Et donc j'ai une matrice de saut, P, P, Q, K, diagonale dans l'espace des K, mais le tenseur d'interaction, c'est une fonction horrible, U, P, Q, R, S, K1, K4. Bon, il y a une relation de conservation des impulsions, donc la somme des K vaut 0, mais voilà, il y a trois impulsions. Donc le but du jeu, c'est de travailler avec un certain nombre d'impulsions K et puis de montrer qu'on peut converger la méthode en augmentant la taille de la base. Donc de nouveau, ça va être difficile pour des grands systèmes. Et voilà un exemple d'application. Donc, dans cet article de Yoshioka et collaborateurs, donc 2021, qui regarde une chaîne, donc c'est une sorte de toy système solide, si vous voulez, c'est une chaîne d'atomes d'hydrogène. Ce n'est pas une chaîne de Hubbard, c'est des vrais atomes d'hydrogène. Donc je mets des atomes d'hydrogène avec toutes leurs orbitales, et je regarde une chaîne infinie d'atomes d'hydrogène.
en fonction de la distance hydrogène-hydrogène dans ma chaîne. Je regarde l'énergie totale. Alors là, de nouveau, différentes méthodes sont comparées. La méthode Hartree-Fock en bleu, toujours CCSDT, et puis Full CI et la machine de Boltzmann. Donc, vous voyez, les résultats sont bien. Et ça, c'est un truc qui vous montre la convergence en fonction du nombre de points K que vous choisissez. Donc, la convergence ici, la grande point K est à gauche. Voilà, donc ça, je crois que ça conclut à peu près ce que je voulais vous dire sur des développements récents pour les fonctionnements fermioniques, pour les états fermioniques paramétrisés par réseau de neurones dans une approche seconde quantifiée. Il y a évidemment des tas d'autres articles, hein, enfin, il n'y a pas une énorme littérature encore sur ce sujet, il y a peut-être une 50aine d'articles. Mais il y en a beaucoup d'autres dont j'aurais pu vous parler, mais j'ai pris 2 exemples. Alors, quelle est un petit peu, si vous voulez, la punchline qui permet de promouvoir un peu ces méthodes? Donc, l'espoir, c'est quoi? L'espoir qui, dans une certaine mesure, est déjà validé par les résultats que je viens de vous montrer. Donc, quel est un petit peu l'espoir? Eh bien, l'espoir, c'est que ça, c'est une sorte de diagramme qui vous représente la précision de la méthode en fonction de sa complexité computationnelle ou de sa complexité formelle. Donc là, il y a le gold standard. Donc là, je parle un peu plutôt dans l'esprit molécule, chimie quantique. Donc il y a l'étalon or qui serait full CI, qui lui a une complexité malheureusement exponentielle, ici. Et puis, donc là, j'ai tiré de l'article de Yoshioka. Donc c'est plutôt paramétrisé pour un solide. Donc n, c'est le nombre d'électrons, nk, c'est le nombre d'états de base, le nombre de points K que vous choisissez. Ici, j'ai tiré ça d'un article récent de revue qui fait un peu le tour de ces méthodes fermioniques de Hermann et collaborateurs. Donc là, c'est plutôt paramétrisé en fonction du scaling de la méthode en puissance du nombre d'électrons. Donc vous avez Hartree-Fock ici qui scale comme N4, et puis vous avez les méthodes du type CSD, CCSDTQ, qui est censé scaler comme je ne sais pas quoi, une puissance 9 ou un truc terrible comme ça. Et donc l'espoir, c'est qu'on puisse, avec ces méthodes, obtenir une précision qui soit comparable aux meilleures méthodes de chimie quantique, donc au moins CCSDT, peut-être Full CI, avec des réseaux de neurones, à un coût beaucoup plus faible. C'est ça l'espoir. Et c'est ce qui est en partie, effectivement, déjà démontré, on peut dire. Voilà. Alors maintenant, je vais passer. Alors, je suis de nouveau très en retard. J'ai l'impression que je vais être obligé encore de terminer les fermions la fois prochaine, et je ne suis pas sûr que vous entendrez beaucoup parler de fonctionnel de densité. Mais bref. Donc, maintenant, je vais vous parler d'approches réseau de neurones pour les fermions qui sont plutôt basées sur une approche, disons, première quantifiée, c'est-à-dire la fonction d'onde est explicitement antisymétrique et essentiellement déterminantale. Donc là, il y a plutôt plus de travaux, et il y a surtout des gros modèles qui ont été développés. Et donc, un de ces gros modèles, c'est Ferminet, qui est une collaboration entre Google DeepMind, qui fait beaucoup de choses dans le domaine du machine learning pour différents problèmes scientifiques, comme vous le savez certainement. Donc David Pfau et coworkers et collaborateurs, et Imperial College, avec en particulier Matthew Fulks, qui est dans le domaine des fonctions d'onde variationnelles depuis très longtemps. Donc c'est une collaboration entre ces 2 institutions. Le papier de départ, c'est celui-là, donc Fields of Research 2020. Vous voyez, c'est des choses vraiment récentes. Et puis, il y a une série de papiers plus récents. En particulier, il y a un papier ici qui s'appelle, je crois, Better, Faster Neural Networks for Fermions, qui présente déjà des améliorations du modèle Ferminet. Et puis, un autre gros modèle, il s'appelle Paolinet. Je ne sais pas si on en fait un troisième, il faudra trouver un nom d'une autre physicienne, peut-être prestigieuse dans le domaine. Donc le groupe de Frank Noé à la Freie Universität de Berlin et collaborateurs.
Donc c'est Nature Chemistry, aussi 2020, et papier plus récent. Donc je vais vous parler de ça. Là, on pourrait caractériser ces deux approches comme des gros modèles. Et vous voyez, vous allez voir, je vais les décrire rapidement après, c'est des modèles qui sont assez profondément agnostiques, surtout Fermi-Net, sur la manière dont les choses sont faites, sur les hypothèses physiques, enfin les ingrédients physiques qu'on met dans le modèle. C'est vraiment du machine learning dans toute sa beauté. Et puis, je vais essayer de consacrer au moins une demi-heure de ce cours, j'espère, et peut-être un peu la prochaine fois, du coup, à vous présenter une approche que j'ai contribué à développer avec Javier Robledo Moreno au CCQ et à NYU à New York, Giuseppe Carleo et James Stokes. On a développé une approche qu'on appelle l'approche des fermions cachés, les fonctions d'onde déterminantales de fermions cachés. Vous allez voir pourquoi cachés. Et celle-là, je vais vous la décrire en détail. D'abord parce que je la comprends beaucoup mieux, pour des raisons évidentes. Et puis, elle est aussi beaucoup plus simple à expliquer, je crois, d'une certaine manière. Elle est beaucoup plus économique. Je vais vous l'expliquer en détail, en grande partie au tableau. Alors, il y a aussi d'autres articles dont je ne vais pas avoir vraiment le temps de parler, mais en particulier, je voudrais mentionner cet article, qui est un article qui est apparu très tôt dans le domaine, donc vous voyez 2017, donc la même année que l'article Carleo Troyer, un tout petit peu après, qui est un article de Yusuke Nomura, qu'on connaît bien au Collège de France et à l'École Polytechnique. Il a été postdoc ici, dans le groupe de Silke Biermann, à l'École Polytechnique, et Masatoshi Imada et collaborateurs, qui est plutôt une approche de type fonction d'onde déterminantale avec Jastrow, le Jastrow étant paramétrisé par une machine de Boltzmann. Voilà, bon, et puis j'ai déjà parlé des Neural Network Backflow, enfin il y a toute une série d'articles, mais je vais vous présenter surtout ça. Alors, d'abord Fermi-Net, donc ça va être, ma description de Fermi-Net et Pauli-Net va être très high level, hein, ça va être assez superficiel. D'abord parce que c'est des modèles assez complexes, même s'ils sont assez simples à formuler dans leur esprit, et puis je ne connais pas tous les détails. Alors, ces méthodes travaillent directement dans l'espace continu, donc il n'y a pas de base. Directement dans l'espace continu, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on s'attaque au problème de base, celui formulé par Dirac en 1929, dans son célèbre article sur le problème à n-corps quantique. J'ai des noyaux de position grand R, j'ai des électrons de position petit r, les électrons interagissent avec les noyaux, c'est ce terme ici, la charge de l'électron a été gentiment normalisée à 1 dans cette expression, Z c'est la charge des noyaux, il y a une interaction coulombienne entre électrons qui est ce terme ici, il devrait y avoir E2 sur 4 pi epsilon 0, hein, vous comprenez bien, c'est l'interaction de Coulomb, et ici c'est l'interaction de Coulomb entre les noyaux, et puis il y a un terme d'énergie cinétique des électrons. Donc voilà, ça c'est l'hamiltonien ab initio, le vrai hamiltonien complet. Et je dois résoudre l'équation de Schrödinger, H psi égale E psi, avec psi une fonction de, je ne sais pas, 200 coordonnées si votre molécule a 200 électrons. Voilà. Donc, comment marche Fermi-Net? Alors, Fermi-Net va décomposer la fonction d'onde comme une somme de déterminants de Slater. Donc, un déterminant de Slater pour les spin-up, un déterminant de Slater pour les spin-down, avec des poids oméga k qui seront des paramètres variationnels. Alors ça peut être un déterminant, ça peut être un terme dans la somme, ils sont allés jusqu'à une dizaine de termes dans la somme, mais ces déterminants de Slater sont des déterminants de Slater d'orbital qui ont un backflow. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces orbitales dépendent des coordonnées de l'électron que je considère, mais aussi des coordonnées des autres électrons. Et tout ça va être paramétrisé. Tout ça va être paramétrisé. Ces orbitales sont paramétrisées par un réseau de neurones profond avec beaucoup de couches qui va fonctionner à peu près de la manière suivante. Sur cet article, c'est assez impressionnant, je trouve. On n'y comprend pas grand-chose quand on le lit la première fois. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, il y a cette table ici, dans cet article, qui décrit en gros la manière dont ça marche. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails.
En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe les coordonnées électroniques dans un grand vecteur, qui est ici, de même les coordonnées des noyaux dans un grand vecteur, et puis on forme un encore plus grand vecteur. Donc c'est ça que ça veut dire concatenate, ça veut dire juste on fait une grande liste de ces coordonnées. On considère un vecteur qui a les coordonnées relatives des électrons par rapport au noyau, et puis les distances entre les électrons et les noyaux. Et puis on fait un autre vecteur qui va être les coordonnées relatives des électrons par rapport aux autres électrons, enfin les coordonnées relatives de deux électrons entre eux, RI moins RJ, et puis des distances de deux électrons entre eux. Donc ça, c'est un vecteur qui a une entrée I dans l'espace des électrons, et puis celui-là, il a deux entrées IJ. Voilà. Bon, ensuite, on fait la somme des entrées de ces vecteurs. Ça nous donne un G ici. Donc c'est une série de concaténations. Et puis finalement, vous voyez, on applique ces transformations non linéaires. On applique des poids à ces vecteurs, des biais. Ça, matmul, c'est juste la fonction Python qui multiplie de vecteurs, vous savez sans doute, ou de matrices. Et puis, on prend la tangente hyperbolique. Donc, c'est ça mon rectificateur non linéaire qui intervient dans tous ces réseaux. Voilà. Et puis, on construit de cette manière les fonctions d'onde variationnelles. Donc, vous voyez, c'est une approche qui est, je dirais, assez massive, dans lesquelles on a des couches d'entrée qui sont toutes ces vecteurs concaténés, des transformations non linéaires sur ces coordonnées, et au final, le réseau nous donne les fonctions d'onde qui dépendent de ces paramètres internes au réseau, c'est-à-dire des poids et des biais, et il y a beaucoup de couches. Et puis, on optimise tout ça par des méthodes de type échantillonnage métropolis et descente de gradient, comme on a vu déjà plusieurs fois dans ces cours. Bon, voilà en gros ma description de Fermi-Net. Vous voyez, très high level, vous pouvez lire l'article si vous voulez. Pauli-Net, c'est quelque chose qui est un peu similaire, mais avec plus d'ingrédients physiques mis dans la fonction d'onde. Donc, au lieu d'être tout à fait agnostique comme ça, on va plus s'inspirer de ce que j'ai raconté dans ces deux cours. On va avoir un déterminant de Slater d'orbital, toujours pareil. Je crois qu'il y a un backflow aussi, oui, avec un backflow. Toujours une combinaison linéaire d'un certain nombre de ces objets. Et puis, on va mettre ici un Jastrow en face. Donc, une paramétrisation, plus exactement, il y a une forme générale de la fonction d'onde qui est un petit peu plus orientée par la physique, on va dire. Mais tous ces objets sont des réseaux de neurones. Donc partout où il y a un θ, c'est un réseau de neurones. Donc vous voyez ici, le Jastrow est un réseau de neurones, les fonctions d'onde sont un réseau de neurones, etc. Et le modèle est décomposé en différentes boîtes, dont certains sont des réseaux de neurones. Donc toutes les choses en orange sont des réseaux de neurones qui implémentent le backflow, le Jastrow, etc. Voilà. Il y a d'autres boîtes qui sont pas des réseaux de neurones. Par exemple, il y a une boîte Artrifoc ici qui construit les orbitales Artrifoc. Et puis il y a une boîte ici qui s'appelle CUSP, comment on dit, singularité des fonctions d'onde électroniques, dont je n'ai pas le temps de parler ici. On sait que dans le continu, les fonctions d'onde électroniques, elles ont une singularité non différenciable quand deux électrons ont des positions qui coïncident, et il y a une paramétrisation explicite de ces CUSP dans Pauli-Net. Voilà, donc maintenant je vais juste rapidement vous montrer quelques résultats. Je vais juste vous montrer quelques résultats tirés de ces articles. Donc ces auteurs donc ça c'est Fermi-Net, Pfau, Spencer, Matthews et Fulks, le premier article. Ils ont montré d'abord des résultats sur les atomes, que je n'ai pas mis sur ce slide, et puis ensuite des résultats sur des molécules. Donc par exemple LIH, Li2, la molécule d'azote, etc., un certain nombre de molécules. Et ici, c'est l'énergie en unité atomique, c'est-à-dire toujours des artries. Alors oui, non, ça c'est une molécule jouet. Alors ça c'est assez marrant, donc je vais la décrire rapidement. C'est une sorte de modèle qui est souvent considéré en chimie quantique parce qu'elle est difficile pour les méthodes de couple cluster.
là je parle de choses que je ne connais pas très bien, mais juste d'après ce que je comprends de la littérature. Donc ce modèle joué, il consiste à mettre 4 atomes d'hydrogène sur un cercle de rayon R, et puis de chercher la configuration optimale de ces atomes. De manière peut-être peu surprenante, la configuration optimale, c'est quand les atomes forment un carré. Et de regarder l'énergie du système. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Enfin bref, donc ça c'est l'énergie en fonction de l'angle, tout simplement. L'énergie en fonction de l'angle et dans ce système. Et vous voyez que c'est un système qui est souvent discuté parce qu'il met en difficulté les approches couple cluster. Le full CI est ici, en orange. Et vous voyez qu'il n'y a pas du tout de singularité justement dans la configuration carrée, alors que dans les méthodes de couple cluster, il y a un cusp de l'énergie totale en fonction de l'angle. Et le résultat de Fermi-net est là encore très proche de full CI, bien meilleur que le résultat de couple cluster. Ici, c'est la courbe, alors ça c'est plus de la vraie chimie, c'est la courbe de dissociation du triple lien dans cette molécule avec 2 atomes d'azote. Et oui, voilà, alors ça cette fois c'est toujours une chaîne d'hydrogène, comme on l'a vu précédemment, avec 10 atomes d'hydrogène, c'est la courbe de dissociation, l'énergie totale en fonction de la distance. Et voilà, il y a une comparaison entre Fermi-net, alors il faudrait lire la légende ici plus en détail, mais il y a une comparaison entre Fermi-net et les meilleures méthodes de chimie quantique pour ces systèmes. Il y a dans cet article alors déjà dans celui-ci, qui s'appelle dans celui-ci qui est une amélioration de Fermi-net, et dans celui-là qui est cette revue récente dont j'ai parlé, qui compare un peu ces différentes méthodes. Vous avez une comparaison de Fermi-net et de Pauli-net, donc de ces 2 gros modèles, pour la dissociation de cette molécule, C4H4, pas la dissociation, pardon, l'auto-isomérisation, c'est-à-dire on regarde la barrière d'énergie entre donc j'ai 4 atomes de carbone, je peux regarder la configuration, il y a 2 doubles liaisons comme ça, et la configuration, il y a 2 doubles liaisons comme ça. Et je regarde la barrière d'énergie entre ces 2 configurations, en passant par un état de transition où en gros les électrons sont délocalisés sur l'ensemble des 4 atomes. Donc voilà, en gros c'est ça, j'ai cette configuration, une barrière d'énergie qui est un peu genre kéculée ici, et je regarde cette barrière d'énergie. Donc voilà, ça c'est la comparaison entre les résultats de Fermi-net et les résultats de Pauli-net pour l'état fondamental et l'état de transition. Et donc ce que vous voyez ici, ça c'est un zoom, ce que vous voyez ici, c'est que Fermi-net est plutôt légèrement plus précis sur cet exemple, mais Pauli-net aussi est très bon, mais converge plus lentement. Donc la convergence plus lente demande plus d'itérations pour converger. La convergence plus lente étant probablement due au fait qu'il y a moins d'ingrédients qui déjà capturent un peu la physique du système, les Jastrow, les backflow, etc., et plus agnostique, donc il faut l'optimiser plus longtemps. Et ça, c'est le range de valeur expérimentale. Vous voyez qu'en gros, sur ce processus chimique, ces 2 gros modèles atteignent en gros un bon accord avec l'expérience. Voilà, donc ça clôt un petit peu ce que je voulais vous dire. J'ai pris au moins un bon quart d'heure de retard. Ce que je voulais vous dire sur ces gros modèles. Et si vous voulez en savoir plus, il faut aller regarder les articles où les choses sont, je dirais, expliquées. Mais en fait, ce qui se passe, enfin, les principes sont expliqués, mais ce qui se passe vraiment, ça se passe sous le capot. Hein. Donc, si on veut vraiment comprendre, il va falloir aller regarder le code pour vraiment comprendre comment ça marche. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est, malheureusement, je ne pense pas que j'aurai le temps de vraiment terminer, mais c'est vous parler d'une 3e méthode qui peut s'appliquer soit sur le réseau, donc avec une base, soit dans le continu, qu'on a développé avec Javier Robledo Moreno, c'est une partie de sa thèse, et Giuseppe Carleo et James Stokes, dans le cadre du CCQ à New York.
et qui est peut-être plus économique et plus facile aussi à comprendre pour au moins notre culture de physique du problème à n-corps quantique. Et donc je vais vous présenter rapidement le concept sur slides, et puis ensuite je vais explicitement vous montrer comment ça marche au tableau. Donc dans cet article-là, on introduit cette méthode qu'on appelle les fonctions d'onde déterminantales de fermions cachés. Vous allez voir pourquoi. On l'a formulé essentiellement dans cet article pour des systèmes sur réseau, ou quand on a une base explicite, mais on peut l'étendre facilement dans le continu. Et cette méthode a déjà été étendue dans le continu dans un article plus récent de Lovato et collaborateurs, qui applique cette méthode à la matière nucléaire. Et il y a beaucoup de développement à faire avec cette méthode. Donc, quelle est l'idée de cette méthode? Donc, cette idée est, je dirais, assez vaguement, mais quand même ça a donné l'inspiration de départ, assez vaguement inspirée de ce qu'on appelle les méthodes de particules auxiliaires ou de particules dites esclaves, qui consistent en l'idée suivante. Donc on a notre espace de Hilbert physique. Donc prenons par exemple juste un seul fermion, un seul site dans le modèle de Hubbard, qui peut être occupé par un zéro électron, un électron de spin-up, un électron de spin-down, ou une paire d'électrons de spin-up et spin-down. Et on va étendre cet espace de Hilbert. Donc cet espace de Hilbert contient 4 états par site. Et on va l'étendre à un espace de Hilbert non physique. Donc comment on peut faire ça? On peut faire ça de plein de manières. Et il y a des gens dans cette salle qui ont, par exemple Luca, qui a beaucoup travaillé sur ces méthodes de particules auxiliaires. La méthode classique, qui remonte aux travaux de Barnes il y a maintenant très longtemps, et de Pierce Coleman, Gaby Kotliar et autres, consiste à introduire une variable bosonique qu'on va associer à l'état vide. Donc on va dire, mon état vide physique, c'est un état dans lequel je crée un boson. On appelle quelquefois ce boson le holon, parce qu'il crée un trou en quelque sorte. Et puis mon état occupé par un électron de spin sigma, donc c'est croix sigma 0, eh bien on va le décrire comme effectivement un état fermionique avec un fermion auxiliaire qui crée cet état de spin sigma et qui est chargé en gros de créer un spin, donc on va l'appeler le spinon. Et puis supposons qu'on s'intéresse à la limite U infinie du modèle de Hubbard, on veut éliminer les doubles occupations complètement. Ce serait le rôle de notre facteur de Gutzwiller, par exemple, dans la limite G infinie. Et donc, pour éliminer complètement ces configurations, il faut imposer cette contrainte, que soit j'ai un boson sur le site considéré, donc I maintenant c'est pour chaque site, soit j'ai un boson, ce terme vaut 1, ce terme vaut 0, et ça décrit l'état de trou, soit j'ai un fermion, et à ce moment-là, ce terme vaut 1, mais vous voyez que si je contrains cet espace selon cette contrainte ici, j'élimine les doubles occupations complètement, et j'élimine aussi tous les états non physiques où j'aurai 2 bosons, 3 bosons, puisque les bosons, je peux en mettre autant que je veux. Donc je peux avoir des états à 2 bosons, 3 bosons, 4 bosons, etc., qui sont des états non physiques. Et donc l'idée, c'est que j'élargis mon espace de Hilbert, donc ça devient un espace de Hilbert beaucoup plus grand, dans lequel j'ai un espace de Hilbert fermionique, mais produit tensoriel un espace de bosons où il peut y avoir un nombre arbitraire de bosons par site. Donc j'ai cet espace de Hilbert beaucoup plus grand, et puis je considère la sous-variété de cet espace, ou le sous-espace de Hilbert. Donc j'élargis mon espace de Hilbert, d'accord, et puis je projette cet espace de Hilbert étendu sur l'espace de Hilbert physique avec une contrainte. Alors vous allez me dire, pourquoi faire ça? C'est une idée un peu baroque, puisque finalement on revient à l'espace de Hilbert physique. Mais la raison, c'est que si par exemple on veut utiliser une représentation comme ça pour faire des théories de champ moyen, ce qui est souvent fait, eh bien c'est très agréable parce qu'au lieu d'avoir une contrainte sur l'espace de Hilbert en termes des fermions de départ qui me dit que le nombre de fermions par site doit être plus petit ou égal à 1, ou si vous voulez strictement plus petit que 2, donc une contrainte non holonome, disons, qui est une inégalité. Maintenant j'ai transformé cette contrainte en une contrainte linéaire.
Et donc, ça va être beaucoup plus facile d'implémenter cette contrainte par une méthode de multiplicateur de Lagrange, par exemple. Donc, c'est en fait pour construire des théories de champs moyens que ces méthodes de particules auxiliaires ou de particules esclaves ont été introduites. Donc, dans ces méthodes, l'espace de Hilbert physique, qui est ici, vous voyez, 0 ou bien up ou down, est en relation univoque, modulo la contrainte, avec un état de l'espace de Hilbert étendu. Donc cet état, c'est l'état où il y a un boson et 0 fermion. Cet état, c'est l'état où il n'y a pas de boson et un fermion up ou un fermion down. Bon, donc ça, c'est des choses très anciennes, qui ont 40 ans, et qui, jusqu'à maintenant, ont toujours été utilisées, soit pour faire des choses formelles, pour, par exemple, établir la correspondance entre deux théories dans deux régimes de couplage différents, soit pour construire des théories des champs effectifs, genre théorie de jauge, des systèmes de fermions en interaction, soit surtout pour faire des théories de champs moyens, dans lesquelles on utilise ça, qui est une représentation exacte, mais ensuite on fait des approximations de champs moyens du système. Alors ici, on va utiliser un peu le même genre d'idée, bien que ça ne va pas être des bosons, vous allez voir, mais on ne va pas faire d'approximation de champs moyens, et on va essayer, on a cette même idée d'étendre l'espace de Hilbert, mais on va apprendre, on va paramétriser par des méthodes de réseau de neurones la contrainte pour obtenir une description exacte du système. Donc, quelle est l'idée de base? Donc, l'idée de base, c'est la même idée. On va étendre l'espace de Hilbert. Donc, ça, c'est, si vous voulez, dans ce dessin schématique que j'ai tiré de notre article, la ligne verte ici, c'est l'espace de Hilbert projeté, c'est le vrai espace de Hilbert. Évidemment, il n'est pas unidimensionnel comme ici, il est multidimensionnel. Donc, ça, c'est le vrai espace de Hilbert. Le domaine bleu, c'est l'espace de Hilbert étendu. Et dans ce dessin schématique, j'essaye de représenter quelles sont les fonctions d'onde qui peuvent être représentées comme un déterminant de Slater unique. Donc, au sein de tous ces états, il y a un certain sous-domaine qui peut être représenté comme un déterminant de Slater unique. Donc, par exemple, sur cette ligne verte, qui est l'espace de Hilbert physique, on va dire que ce segment vert ici, c'est l'espace des déterminants de Slater. De la même manière, dans l'espace étendu, il y a aussi certains états qui sont des déterminants de Slater, et je vais me concentrer, je vais construire une fonction d'onde qui est un déterminant de Slater dans l'espace étendu. Donc, par exemple, cet état ici est un déterminant de Slater dans l'espace étendu. Et maintenant, je vais projeter cet état sur l'état physique avec une certaine contrainte. Et la fonction d'onde projetée sur l'espace physique n'est plus un déterminant de Slater. C'est un déterminant où j'ai induit des corrélations. Donc c'est ça l'idée de base. On va étendre l'espace physique, construire un déterminant de Slater dans cet espace étendu et introduire une contrainte qui, bien sûr, va être paramétrisée par un réseau de neurones, qui va projeter la fonction d'onde sur l'état physique. Donc au final, j'ai une fonction d'onde physique qui ne dépend que des coordonnées physiques des électrons et qui est une fonction d'onde corrélée, mais qui, dans l'espace étendu, est un déterminant de Slater. Donc voilà l'idée générale. Alors ça vous semble probablement encore un peu abstrait. Donc je vais vous montrer comment ça marche de manière très très explicite au tableau sur le fameux exemple du modèle de Hubbard à deux sites qu'on a déjà décrit la dernière fois. Donc ça, je vais le faire au tableau. Tout au moins, je vais essayer. Même s'il ne me reste que 20 minutes, ça va être un peu dur. Bon, donc je vais essayer de faire ça. Je vais tomber la veste et essayer de faire ça au tableau. Donc, on va commencer à gauche ici. Je vous rappelle que dans mon modèle de Hubbard à deux sites, donc j'ai deux sites que je numérote comme la dernière fois, 1 et 2. Donc c'est vraiment un modèle jouet. Après, on va appliquer cette méthode à des vrais systèmes. Mais c'est vraiment pour vous montrer en détail comment ça marche. Donc j'ai deux sites, j'ai un hopping T et j'ai une interaction U sur chaque site. L'hamiltonien, c'est moins T, C croix 1 sigma, C2 sigma, plus un mythique conjugué, sommé sur sigma qui vaut up ou down.
et puis U, disons N1 up, N1 down, plus N2 up, N2 down. On a vu la dernière fois que si je m'intéresse au cas où il y a deux fermions dans le système, qui est le cas le plus intéressant, la fonction d'onde du fondamental de ces systèmes, la fonction d'onde exacte, elle peut s'écrire comme ça. C'est une amplitude que j'appelle cosinus θ fois 1 sur racine de 2 les états doublement occupés donc ça c'est les états qui ont une double occupation. Vous observerez que j'ai choisi ici un ordre normal des fermions qui est 1 up, 2 up, 1 down, 2 down. Donc je mets d'abord les spin up 1, 2, puis les spin down 1, 2. Ça va être mon choix d'ordre canonique. D'accord. Et puis il y a un deuxième terme qui est celui sans double occupation, donc qui est C croix 1 up, C croix 2 down, plus C croix 2 up, C croix 1 down sur 0. Voilà. Et puis on avait calculé la dernière fois, on avait vu que 1 sur tangente θ, c'est moins U 1 plus racine de 1 plus 1 sur U2 au U sur 4T. Voilà, donc on ne saurait être plus explicite. Voilà la fonction d'onde complète du l'état fondamental. Et vous reconnaissez les deux fameuses limites. La limite où U est petit, auquel cas c'est 4 configurations à un poids égal. C'est la limite où je mets simplement 2 électrons dans l'état liant de ma molécule, si vous voulez. Et puis la limite de U grand, où ce terme, ce cosinus, donc dans cette limite de U petit, θ tend vers pi sur 4, tous les termes, les amplitudes sont égales. Dans la limite de U grand, le terme en cosinus θ tend vers pi sur 2, ce terme est nul, et on est dans la limite de Heitler-London, où je ferme essentiellement un singulier entre mes deux sites, et j'interdis les doubles occupations. Donc ça, c'est la physique du système. Alors, maintenant, je vais vous montrer qu'on peut décrire la fonction d'onde de système exactement comme un déterminant de Slater projeté dans un espace étendu où il y a un fermion supplémentaire. Donc l'idée, c'est l'idée suivante. Je vais maintenant introduire, en plus de mes opérateurs CI sigma, qui décrivent les fermions physiques, je vais introduire un fermion supplémentaire qui peut vivre dans deux modes, deux états. Je vais introduire un fermion supplémentaire qu'on va appeler un fermion caché, qui peut vivre dans deux états, donc je l'appelle H comme hidden, d'accord. Il peut vivre soit dans un état que j'appelle S, soit dans un état que j'appelle D. Alors pourquoi je l'appelle S et D? Parce qu'en fait, ce fermion caché, c'est une sorte de signalisation ou d'étiquette qui va être chargée de me dire si mon état est simplement ou doublement occupé. Donc S c'est pour single et D c'est pour double, ou simple et double. Voilà. Et donc je vais construire un déterminant de Slater. Donc ça définit un espace de Hilbert étendu, hein, qui a comme configuration, si j'utilise un ordre normal, 1 up, 2 up, 1 down, 2 down, S ou D. Donc ça, c'est une configuration normalement ordonnée de mes fermions. Okay. Et donc maintenant, je vais construire un déterminant de Slater dans l'espace étendu. Alors, vous vous souvenez sans doute du cours de la dernière fois, où on avait vu qu'un déterminant de Slater, je peux le définir en me donnant une table que j'avais appelée phi. Je vais l'écrire ici. Peut-être je vais l'écrire là, parce que ce sera plus clair. Une matrice, grand phi, qui est une table, qui n'est pas carrée, c'est une matrice rectangulaire,
les lignes de cette table paramétrisent les différents modes du système. Donc ici, il y a 6 modes. Donc ça, c'est les modes qui vont donc de 1, up, etc. jusqu'à D. Et puis, les colonnes du système, ce sont les fonctions d'onde à une particule que je vais utiliser pour construire mon déterminant de Slater. Donc, les fonctions d'onde du système, combien j'en ai besoin? J'ai besoin de combien? Eh bien, je vais faire ça dans un système où il y a un fermion caché. Donc, le nombre de fermions cachés, H vaut 1. Donc, j'ai besoin de 3 fonctions d'onde. J'ai 2 électrons physiques et un fermion caché. Et je vais considérer la matrice suivante, qui est tout simplement 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc ça veut dire que... Donc ça, c'est l'électron 1. Ça, c'est la fonction d'onde 1, la fonction d'onde 2, la fonction d'onde 3. Cette fonction d'onde 1, elle a un poids 1 sur racine de 2 sur l'état 1 up, un poids 1 sur racine de 2 sur l'état 2 up, et puis 0 ailleurs. La fonction d'onde 2, elle est comme ça. Il y a 6 entrées. Hein. Et puis la fonction d'onde 3, elle vit uniquement dans le secteur caché. Et ici, c'est un petit vecteur colonne, ici, qui a juste 2 entrées, C et C exponentielle de moins G. Alors, donc, la somme de tous les carrés de tous ces coefficients colonne par colonne doit être égale à 1 si je considère des fonctions d'onde qui restent orthonormales. Donc vous voyez 1,5 plus 1,5, ça fait 1, ici aussi. Et donc C, c'est juste une normalisation qui va être donnée par juste ça. D'accord? Donc c'est une fonction d'onde qui est... Ce n'est pas encore une fonction d'onde, pardon, mais c'est une lookup table, juste une table d'amplitude qui est juste paramétrisée par un seul paramètre variationnel, petit g. Évidemment, vous avez déjà compris que ce petit g va être le paramètre de Gutzwiller et va être en fait directement relié au θ qui est là, au bout du compte. Donc maintenant, je vais fabriquer, ça c'est juste la table des amplitudes, et vous voyez que dans ce cas extrêmement simple, les fonctions d'onde 1 et 2 vivent uniquement dans le secteur visible, dans le vrai secteur physique, et la fonction d'onde 3 vit uniquement dans le secteur caché. Mais d'une manière plus générale, je pourrais mettre ici des termes non diagonaux entre le secteur visible et le secteur caché. Mais là, sur cet exemple simple, je n'en ai pas besoin. Alors maintenant, je vais construire un déterminant de Slater d'orbital, donc je vais vous faire très explicitement. Donc qu'est-ce que c'est cette fonction d'onde? Cette fonction d'onde, elle relie les opérateurs de création phi croix alpha dans mes nouvelles fonctions d'onde aux opérateurs physiques. Donc alpha ici c'est 1, 2, 3, et P c'est le nombre de modes, donc il va de 1 à 6, d'accord? Et ici j'ai C croix P, phi, P alpha, où phi est cette table. Ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et si je fais un produit de phi croix que j'agis sur le vide avec ça, par construction c'est un déterminant de Slater. Donc je vais faire exactement ça. Donc ça me conduit à introduire un fermion phi croix up qui est 1 sur racine, vous le regardez ici, c'est 1 sur racine de 2 C croix 1 up plus C croix 2 up. Donc ce fermion crée de manière symétrique un électron sur le spin 1 ou sur le site 1 ou sur le site 2, mais avec un spin vers le haut. De même, phi croix down, c'est 1 sur racine de 2 C croix 1 down plus C croix 2 down. Et puis il y a un opérateur de création de mon fermion caché qui vaut C, H croix S, donc amplitude sur le drapeau qui vous dit ce site est simplement occupé, et puis exponentielle de moins G, H croix D. D'accord? Et je fabrique le déterminant de Slater suivant, psi déterminant de Slater, qui est phi croix up, phi croix down, H croix 0. Donc vous voyez, ça c'est une fonction d'onde qui est par construction un déterminant de Slater qui a 3 électrons, 2 dans le secteur physique et 1 dans le secteur caché. Bon, mais c'est un déterminant de Slater, donc dans le grand espace, pour revenir à mon schéma de tout à l'heure,
Voilà, c'est un déterminant de Slater, donc c'est comme le point vert ici, d'accord? C'est un déterminant de Slater dans le grand espace étendu. Alors maintenant, je vais projeter ce déterminant de Slater avec une certaine contrainte. Donc je vais projeter ce déterminant de Slater, et ma contrainte, ça va être ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'occupation de mon fermion caché me dit si mon état est occupé simplement ou doublement. Donc je vais imposer les contraintes suivantes, que le nombre de fermions, qui est limité à 1 au maximum, dans l'état S, eh bien, coïncide avec le projecteur dans l'espace physique sur les états qui n'ont pas de double occupation. Donc on peut écrire explicitement ce projecteur. Ce projecteur, c'est simplement 1 moins N1 up, N1 down. Ça, c'est en termes d'essai, hein. 1 moins N2 up, N2 down. Alors attention, l'écriture que j'ai ici n'est valable que dans le sous-secteur de l'espace de Hilbert qui a 2 fermions. Je suis toujours dans ce sous-secteur-là. Donc vous voyez que s'il n'y a pas de double occupation, cet objet vaut 1. S'il y a une double occupation, cet objet vaut 0. Donc j'impose ça, et j'impose de la même manière que le nombre de fermions dans l'orbital D, caché, ce soit le projecteur sur D égale 1, qui est simplement N1 up, N1 down, plus N2 up, N2 down, qui est l'opérateur nombre de double occupation totale du système. Encore une fois, ces expressions ne sont valables que pour le modèle avec 2 électrons maximum. Un des 2 termes chacun des termes vaut 1 ou 0. Et il ne peut pas y avoir 2, parce que sinon j'aurais 4 fermions. Donc voilà, donc j'impose ces contraintes-là. Donc je vais appeler P le projecteur qui résulte de la somme de ces 2 contraintes. Donc si vous voulez, P, c'est le projecteur total, c'est P0 H croix S HS plus P1 H croix D HD. Donc ça, c'est bien un projecteur, parce que les termes croisés, si vous les multipliez entre eux, donnent 0, puisque P0, P1, c'est 0, et H croix H, c'est un projecteur aussi. Donc vous pouvez vérifier que ça, c'est bien un projecteur. Et maintenant, ma fonction d'onde de fermion caché, ça va être ce déterminant de Slater projeté, je vais garder ça, ce déterminant de Slater projeté sur cette contrainte. Donc ma fonction d'onde psi, que j'appelle Hidden Fermion Determinantal State, après j'enlèverai l'indice, c'est trop lourd, ça va être P, phi croix up, phi croix down, H croix 0. Donc c'est mon déterminant de Slater projeté. Okay. Voilà. Alors, regardons un petit peu quelles sont les configurations, que vaut cette fonction d'onde. Donc cette fonction d'onde, je peux l'écrire dans l'espace étendu. Donc c'est tout simplement C sur 2 exponentielle, C c'est cette normalisation que j'avais tout à l'heure, exponentielle de moins G, fois C croix 1 up, C croix 1 down, plus C croix 2 up, C croix 2 down, 0. Produit tensoriel D, plus, donc ça me dit que, vous voyez, si je fais le produit de ces choses, je vais aussi avoir des termes où il y a cet opérateur qui crée des doubles occupations fois S. Mais ceux-là sont interdits par la contrainte. Donc ils ont disparu. Et puis il y a l'autre terme qui est juste C sur 2, le terme sans double occupation, C croix 1 up, C croix 2 down, plus C croix 1, C croix 2, pour respecter mon ordre canonique, down, C croix 1 up, produit tensoriel S. Donc voilà ma fonction d'onde. Donc la contrainte a permis de me débarrasser des termes mixtes que je ne veux pas. Et donc là, vous voyez explicitement sous la forme de cette fonction d'onde que dans l'espace étendu, c'est une fonction d'onde qui corrèle, qui lie entre eux l'état D, l'état des fermions cachés à l'état des fermions physiques. Donc la configuration occupée par les fermions cachés est
univoquement déterminé par la configuration des fermions physiques. Autrement dit, si vous voulez, je peux dire que, évidemment, les nombres d'occupations totales du système, je peux le décomposer en une séquence de nombres d'occupations pour les fermions physiques et une séquence des nombres d'occupations que je vais appeler n tilde. Donc ça, c'est les physiques. Ça, c'est les cachés. Et la contrainte s'exprime comme une fonction qui me dit si je connais la séquence des nombres d'occupation dans l'espace physique, alors il y a une configuration unique des fermions cachés qui lui est associée. Et là, j'ai construit la fonction node explicitement en construisant cette contrainte à la main. Et comme vous pouvez bien vous imaginer, l'étape suivante, ça va être de paramétriser cette contrainte par un réseau de neurones. Et en fait, on va voir que ce n'est pas exactement la contrainte qu'on paramétrise par un réseau de neurones, mais c'est directement l'amplitude des fonctions de onde dans le secteur caché. Bon, donc j'anticipe un tout petit peu. Continuons juste un petit peu sur ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, ça veut dire que l'amplitude de ma fonction d'onde, psi, donc j'enlève bon, je vais le remettre une dernière fois, mais la fonction d'onde HFDS, d'accord, c'est une somme sur les configurations. Donc, c'est une somme sur les n de n f de n fois psi de n. Je n'ai pas besoin de mettre f de n ici, puisque le n détermine f de n. D'accord ? Et donc, vous voyez ici, ça, c'est une amplitude sur la configuration physique. Et puis ça, c'est l'état de base. Alors, qu'est-ce que c'est ce psi de n? Donc, ce psi de n, c'est simplement, et ça, on l'a déjà vu la dernière fois, c'est simplement, vous le lisez directement là, c'est exponentielle de moins g fois la double occupation présente dans la configuration n. Donc c'est quelque chose qui vaut 1 s'il n'y a pas de double occupation et exponentielle de moins g s'il y a une double occupation. Donc ça réalise exactement ce qui est écrit là. Fois, eh bien, vous pouvez voir que le terme qui est ici, c'est simplement le déterminant de la matrice que j'ai pour chaque configuration n. J'ai tranché cette matrice en fonction de la configuration n. Par exemple, si ma configuration n, c'est la configuration 1, 0, 1, 0 dans l'espace physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a un fermion vers le haut sur le site 1, pas de fermion vers le haut sur le site 2, un fermion vers le haut sur le site 2, et pas de fermion vers le haut sur le site 1. Ça, c'est le n, donc c'est le bit string, qui correspond à cette configuration. Donc maintenant, si je fais l'opération suivante, si je multiplie np par phi p alpha, où phi c'est cette table ici, sans sommer sur p, c'est juste une multiplication à la Hadamard, où je multiplie les éléments de matrice un par un. D'accord ? Eh bien, vous voyez que cette chose-là, c'est une certaine matrice qui vaut 1 sur racine de 2, 0, 0, 1 sur racine de 2. Donc ça revient simplement à dire, je regarde cette table, je regarde cette configuration. 1 up est occupé, donc je garde cette ligne, ici. Et puis, celle-là ne l'est pas, donc je ne la garde pas. Celle-là l'est, donc je garde cette ligne et je construis cette matrice. Et vous voyez que l'amplitude en question, c'est le déterminant de cette matrice. Donc j'écris ça, n étoile, c'est le produit à la Hadamard, si vous voulez, phi. Ça veut juste dire le tranchage de la matrice phi par la configuration n. Voilà, et donc j'ai écrit, vous voyez qu'ici, mon amplitude, eh bien c'est exactement la forme de Gutzwiller. D'accord ? C'est-à-dire c'est un déterminant de Slater fois une amplitude qui dépend de la configuration. Donc voilà l'affaire. Et une fois qu'on a réalisé ça, vous voyez que les différentes configurations de mon système, il y en a 4, ont exactement les bons poids.
et qu'il vous suffit tout simplement d'identifier exponentielle de g avec la tangente de θ pour réaliser exactement l'état fondamental du système. Donc qu'est-ce que j'ai montré ici de manière complètement explicite? Ce que j'ai montré, c'est que je pouvais représenter cette fonction d'onde qui est une fonction d'onde intriquée, donc avec des corrélations. Je pouvais la représenter explicitement comme un déterminant de Slater dans un espace étendu, dans lequel j'ai imposé une projection de cet espace étendu sur l'espace physique, qui associe de manière univoque une configuration de l'espace des fermions cachés, connaissant la configuration de l'espace des fermions physiques. Et pour faire ça, je n'ai eu besoin, dans ce cas particulier, que d'un espace étendu qui contient deux modes, S ou D, qui est l'indicateur de mon état, et un seul fermion caché. Alors, vous pouvez très facilement, évidemment, étendre cette idée à n'importe quelle fonction de Gutzwiller. Donc ça se fait très bien. Si je retrouve de quoi effacer, donc maintenant je peux effacer ça parce que vous êtes convaincu que ça marche pour deux sites. Donc si vous étendez cette idée à maintenant n fermions sur n sites, voilà, la construction est la même. Il vous faudra juste une matrice phi qui est plus grosse, donc qui va contenir un bloc physique phi physique, qu'on appelle aussi quelquefois phi visible. Et puis ici, de nouveau, un seul fermion caché, mais cette fois qui va pouvoir avoir plusieurs modes. Si j'ai n fermions sur n sites, la double occupation maximale, donc la double occupation, elle va de 0 jusqu'à n sur 2, si je crée que des doubles occupations. Et donc ici, je vais avoir plus de modes, de manière que cette amplitude puisse aller de C exponentielle de moins g, etc., jusqu'à C exponentielle de moins g fois n sur 2, qui est le nombre d'occupations maximales. Tout ça, je généralise très facilement. Et maintenant, j'ai n modes ici, et toujours un seul fermion caché qui peut être dans l'un de ces modes. Donc ça généralise à la fonction d'onde de Gutzwiller. Bon, je ne vais pas avoir le temps de terminer, je prends encore 2 minutes et je m'arrête. Donc maintenant, je vais définir cette idée des fermions cachés dans sa généralité complète. Et puis on terminera la prochaine fois. Donc malheureusement, vous n'entendrez pas beaucoup parler de fonctionnel de densité dans ce cours. Mais bon, tant pis, on pourra en faire ça une autre année. Donc quelle est la généralisation? La généralisation maintenant, c'est que je vais avoir n fermions physiques et n tilde fermions cachés. Et ces n fermions physiques vont se répartir dans m modes. Donc par exemple pour Hubbard, m mode, c'est 2 fois le nombre de sites. Et puis ces fermions cachés vont se répartir dans m tilde mode. Et je n'ai pas besoin pour l'instant de spécifier où vivent les m tilde. Ces fermions cachés vivent dans un espace abstrait qui n'est pas forcément les sites du réseau, qui est pour l'instant un espace de mode complètement abstrait. Et ce phi est une matrice qui a 4 blocs. Un bloc qui vit complètement, donc ça c'est les modes. Les modes ici, ils sont paramétrisés par P qui va de 1 à M et P tilde qui va de 1, disons, à M tilde. Et puis ici j'ai N fonction d'onde et N tilde fonction d'onde. Et puis j'ai des sous-matrices phi P alpha tilde, phi P tilde alpha et phi P tilde alpha tilde. Donc voilà l'idée. Et maintenant, tous ces objets vont être des paramètres variationnels, mais les configurations des fermions cachés
vont être déterminés, donc les n tilde vont être déterminés de manière univoque par les configurations des fermions physiques. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va faire ça en paramétrisant tout ça par un réseau de neurones. Donc voilà l'idée. Maintenant, je construis ma fonction d'onde, comme tout à l'heure, et je regarde l'amplitude de la fonction d'onde sur une configuration nf de n, c'est-à-dire cet objet ici, psi de n, qui est la contribution de la fonction d'onde sur nf de n. Et vous voyez que nf de n, c'est un déterminant de Slater, par la même mécanique que tout à l'heure, qui a des entrées qui vivent sur les modes physiques, qui sont ces entrées ici. Donc là, j'ai appelé les fonctions d'onde qui sont dans phi, les n premières, je les ai appelées phi, et puis les n tilde suivantes, je les ai appelées chi. Et donc vous avez les amplitudes des fonctions d'onde physiques et des fonctions d'onde cachées sur les coordonnées physiques, ici. Et puis ici, vous avez les fonctions d'onde, la partie invisible et immergée de l'iceberg, qui sont les objets non physiques ou cachés, qui sont ces mêmes fonctions d'onde, mais maintenant sur la configuration contrainte f de n, son entrée 1, son entrée n tilde, etc. Et puis la même chose pour les différentes autres lignes qui vivent dans le sous-espace de Hilbert caché. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, toute cette partie cachée de la matrice, on va la représenter par des réseaux neurones. Donc en fait, chaque ligne de cette matrice, qui est une série d'entrées correspondant à la première composante de la configuration de fermions cachés, cette ligne va être décrite par un perceptron. Donc qu'est-ce que c'est ce perceptron? Ce perceptron, il prend en entrée la configuration physique, qui est une série de 0 et de 1 qui paramétrise n, donc bitstring qui paramétrise n, et il va me cracher en sortie les amplitudes de cette fonction d'onde. Et ça, c'est la beauté et la profondeur de ce truc, c'est qu'on n'a pas besoin de paramétriser explicitement la contrainte. On paramétrise uniquement les valeurs des fonctions d'onde sur la configuration en question. Et qu'est-ce que c'est que les modes cachés? Combien il y en a? Je ne sais même pas. Je n'ai même pas besoin de le savoir. Et si je paramétrise, si les phi1 de f1 de n peuvent être des nombres complexes quelconques, les m tilde ne sont même pas dénombrables. Donc j'ai paramétrisé ça par en fait un nombre continu de modes, ce qui donne une énorme flexibilité. Chacune de ces lignes est un perceptron. Donc chacune de ces lignes a une entrée n, un certain nombre de couches, et une sortie qui sont les amplitudes. Donc par exemple ici, j'ai explicitement écrit la sortie de la ligne I comme un perceptron à deux couches avec des poids et des biais. Donc voilà l'idée. Et donc on peut très facilement, maintenant c'est implémenté dans Netcat, on peut mettre en œuvre ce système, soit sur le réseau, soit dans le continu. Et maintenant je vais m'arrêter parce que c'est quand même trop long, mais le premier quart d'heure du cours suivant, je vous donnerai des exemples, donc juste pour vous allécher un petit peu. Je vous montre un résultat, que je commenterai plus en détail la prochaine fois, sur un modèle de Hubbard, sur un cylindre, ça c'est pour comparer au DMRG, aux méthodes de réseau de tenseurs, de largeur 4 et de longueur 16, disons, où vous voyez qu'on simule le fondamental ordonné en stripes, en rubans, avec une précision qui est comparable au DMRG, avec ce genre de méthode. Voilà, bon, donc je m'arrête là, je vous donnerai d'autres exemples, je vous montrerai comment ça converge en fonction du nombre de fermions cachés. Et donc vous voyez qu'ici, je n'ai pas besoin du tout de me préoccuper du nombre de modes dans les fermions cachés. Le fermion caché, c'est un espace abstrait, de toute façon, on n'en parle jamais. Ils sont juste là, par deux données qui sont leurs nombres, n tilde, c'est tout, et puis la profondeur du réseau du perceptron que j'ai utilisé pour paramétriser. Et ça vous montre la convergence en fonction de ces paramètres. Voilà. Donc je reviendrai un peu sur tout ça la prochaine fois. Voilà la méthode des fermions cachés, paramétrisés par réseau de neurones. Voilà, je m'arrête, excusez-moi d'avoir dépassé d'un quart d'heure,
Et donc on reprend quand même à 30 avec le séminaire de Giulio Biroli.